Le niveau historique, cette mémoire-là se situe pas dans le corps, mais dans le champ éthérique. Donc, ce n'est plus en lien avec le corps réellement. Ce sont véritablement des mémoires collectives. Et ces mémoires, quand l'esprit s'incarne, il va amener son imprégnation sur 3 points dans le corps. C'est-à-dire que ce sont les 3 points d'entrée par lesquels il va pouvoir s'installer dans la forme. Ça va être, toujours pareil, la glande pinéale. Donc, par la glande pinéale, il va installer en fait le message divin dans le corps, dans sa présence, car l'esprit avant tout est d'essence divine. Il va poser la programmation de la conscience au niveau du thymus, et cette programmation va se faire à peu près sur les 7 premières années. Et à partir de la 7e année, le thymus commence à réduire. Et chez certaines personnes, il est tout petit. Et le 3e point où il va y avoir une impression aussi, c'est au niveau du coccyx. C'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la Kundalini, le serpent qui dort. Et quand effectivement il va y avoir ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, toutes ces impressions vont être immédiatement actualisées. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand la Kundalini va monter, toute l'essence réelle liée à la conscience va complètement rayonner partout. C'est-à-dire que, généralement, quand il y a cette montée de Kundalini, c'est véritablement une énergie qui est bloquée au niveau du coccyx, quand elle se révèle, il y a cette montée d'énergie qui arrive. En même temps, il y a au niveau de la glande pinéale qui s'active aussi. Ça vient au niveau du thymus et hop, il y a l'ouverture qui se crée. Et ça se produit quand ? La mémoire réellement historique se situe au niveau du centre réticulé. C'est à peu près, c'est un petit peu ce qu'on appelle le cervelet. Donc cet espace-là de la mémoire historique est très particulière parce que c'est par cet endroit-là que l'on a accès aux mémoires akashiques, c'est-à-dire aux mémoires du grand plan du causal, où toutes les expériences de vie, par tout ce qui a été vécu, est enregistré. C'est un peu le disque dur de Dieu, si on peut dire. Donc, comme on peut, par cet espace-là, accéder à ces mémoires-là, on peut complètement rentrer en collusion avec des expériences d'autres personnes et complètement les identifier à notre propre réalité. Et donc, c'est pour ça que par l'imaginaire, on peut facilement s'imaginer avoir vécu telle chose, telle chose, telle chose. En fait, on lit à ce moment-là des histoires humaines qui ont été vécues par d'autres personnes. Donc, la mémoire historique, c'est vraiment ce qui appartient réellement à la conscience individualisée. Et donc, ces mémoires, et comme la conscience individualisée, elle n'est individualisée que dans la forme. Avant, dans la forme, elle est collective. Donc,
à partir de ce moment-là, elle a vécu toutes les expériences. Elle est toutes les expériences. D'accord? C'est-à-dire que, pour reprendre schématiquement, c'est juste schématiquement, c'est-à-dire que le grand plan du causal se situe à cet endroit-là. Donc il y a toutes les mémoires. Donc au niveau de la conscience individualisée, elle est en permanence nourrie par cet endroit-là. Donc effectivement, ce sont des multiples informations qui vont venir. Disons que je prends le mot historique pour ne pas dire vie antérieure, parce que ça rentre dans des confusions qui sont complètement sujets à de multiples concepts, et à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut dire que c'est réel, tant que la forme garde les imprégnations et les identifications. Dès que le jeu personnel disparaît, il n'y a plus d'individu, donc il n'y a plus personne pour se réincarner. Et à ce moment-là, l'incarnation devient une absurdité. Donc c'est pour ça que je préfère le mot historique, parce que c'est plus large. Donc il ne faut pas prendre le mot dans son sens étymologique. Tout ce que l'humanité vit, on en est porteur. Et la conscience est complètement imprégnée de ça. C'est-à-dire que ce niveau historique n'est pas lié au corps. Ce niveau historique, c'est véritablement la conscience individuelle qui l'amène dans la forme. D'accord ? Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, les deux premiers niveaux, qui sont le niveau de base, l'éducation, on pourrait dire, tenez, j'ai fait une petite, donner quelque chose de très schématique, mais qui peut éclairer un peu, j'ai trouvé, ça pouvait être intéressant de l'écrire comme ça. Le karma de base, je prends le mot karma, là, le karma de base, par exemple, c'est je fais un mauvais coup à un collègue, il va se venger. Donc, cause-effet. C'est personnel, c'est dans mon histoire, d'ici et maintenant. D'accord ? Le karma génétique, ça va être, par exemple, la vendetta corse. C'est-à-dire, je vais être en conflit avec les voisins, je ne sais même plus pourquoi, quelle en est la cause, mais je continue à nourrir ce conflit. Ça serait le karma génétique. Le karma historique, c'est par exemple la guerre de 14-18. Ça a créé dans le collectif quelque chose d'extrêmement violent qui a programmé la guerre de 45. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu la guerre de 45 ont subi quelque chose de collectif et qui n'avait rien d'individuel. D'accord ? Et le karma de l'âme, c'est la séparation, la chute au niveau du paradis, si on peut dire ça. Et donc, ce schéma, c'est un karma universel. Ça vous parle comme ça, en le voyant comme ça ? Hein ? Donc, ce sont ces 4 karmas qui cohabitent, sachant que les 2 derniers ne sont pas liés, effectivement, à la forme. Elles viennent dans la forme. On peut le dire d'une autre manière, si on prend une image encore plus matérielle. Vous voulez une voiture pour faire un rallye. Vous allez choisir une voiture avec toutes les options qui permettent d'utiliser ce genre d'épreuve. Ça, c'est le véhicule. Et le conducteur, lui, il prend cette voiture parce qu'il a envie de faire du rallye. Et donc, son désir et son besoin d'expérience va faire qu'il va choisir le véhicule qui lui correspond. Et en fait, le karma historique, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la conscience veut vivre une expérience particulière. Alors, quand je dis veut vivre,
Je précise parce que ça peut mettre une confusion, parce que la conscience n'a pas la volonté. Elle fonctionne par attraction. C'est-à-dire que sur son parcours, ce qui n'a pas été encore complètement expérimenté, compris, libéré, transmuté, possède encore un fragment d'elle-même. Et donc, ça crée une attraction qui va faire qu'elle va être poussée à vouloir retrouver cette unité, donc retrouver ce véhicule pour pouvoir libérer ce fragment qui est encore là pour le récupérer, entre guillemets, on pourrait dire comme ça. J'essaie de mettre des mots sur des concepts que je vous assure, ce n'est pas facile de les expliquer. Mais enfin, bon, j'espère que ça vous permet d'avoir une représentation. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien à faire. On est vraiment des outils de la conscience. En tant que personne, on n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est personne. On est une forme qui est issue effectivement d'une attraction entre votre père et votre mère, qui a donné cette forme, qui correspond à un besoin de la conscience et qui vient vivre une expérience. C'est tout. C'est pour ça que les guides ou les maîtres, je veux dire au niveau personne, ils donnent quasiment jamais de conseils. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui les intéresse, c'est uniquement la conscience individuelle qui nous anime, ce qu'on peut appeler l'âme aussi. C'est ça qu'ils guident, c'est ça qu'ils amènent et qu'ils accompagnent. Ce n'est pas la personne. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas dans le plan de la conscience, ça n'a aucune importance. Que vous soyez en bonne santé, en mauvaise santé, ça n'a aucune importance. C'est que vous n'êtes qu'un rêve de Dieu. Vous n'êtes qu'un hologramme. C'est comme ça. Ça ne signifie pas que l'on n'a pas besoin d'être dans la vie, de vivre, de profiter de ces expériences. Mais simplement vivre tout ça dans une profonde liberté, sans but, sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien demander. Et comme je disais tout à l'heure, il faut oublier tout ce qui ne nous rend pas heureux. On est juste présent dans une forme, témoin de ce qui se produit dans la forme, par la forme, autour de la forme. Et tout va bien.